Du coup, voilà, que les marques de luxe commencent à réellement travailler avec la seconde main qui était vraiment à l'opposé de leur image, c'est juste un indicateur parmi tant que réellement le marché va être pris par les multinationales et c'est qu'une question d'années, de mois, voire, avant que réellement la seconde main soit vraiment prise par ces multinationales. Bienvenue dans Resell, le podcast qui vous partage les histoires des resellers français. Je m'appelle Lies, je suis le fondateur de Control Resell, l'application qui permet à tous les resellers de gagner en productivité et gérer leur business. Le but du podcast est simple, vous apporter tous les conseils et apprentissages des resellers de France dans tous les domaines. À chaque épisode, direction les coulisses pour voir comment ils ont commencé, où ils en sont aujourd'hui, leurs apprentissages et leurs erreurs. Avant de commencer l'épisode, pensez à vous abonner, à laisser une note et un commentaire sur la plateforme dans laquelle vous écoutez le podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue sur Resell. Du coup aujourd'hui on est avec un personnage de l'ombre, c'est Joseph de The Reservery. On le voit pas trop sur les réseaux mais vous connaissez sans doute The Reservery, tout le monde connaît The Reservery dans le Resell. Et du coup aujourd'hui on est avec lui, on va lui poser plein de questions par rapport à son business, par rapport au réseau, par rapport à The Reservery. Bonjour Joseph. Bonjour, c'est parti. Juste personnage de l'ombre, pas trop, hein, ça va, je m'affiche quand même. Hein. Ok, on verra ça après de toute façon. Ouais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais un peu que tu nous expliques c'est qui Joseph, d'où il vient, c'est quoi son parcours un peu scolaire et comment il est arrivé à The Reservery aujourd'hui. En vrai, ça va être rapide, hein. J'ai que 18 ans. J'ai lancé The Reservery quand j'avais 16 ans, donc ça fait que 2 ans. Je viens de finir mon bac, donc les études, ça va être plié aussi. J'ai eu mon bac, mention bien, mention assez bien, assez bien. Moi je suis dans une famille modeste, hein. Et j'ai toujours voulu faire un peu d'argent. Bon, je pense qu'on est beaucoup dans cette génération à vouloir se débrouiller un peu et faire de l'argent. Et du coup, j'ai commencé avec le resell quand ça n'existait pas encore. Et voilà, hein, maintenant on a continué et je pense qu'on s'est assez bien développé. T'es fier de toi aujourd'hui? Pas encore, pas encore. Je veux pousser encore le truc et je réalise pas encore. Moi, je suis encore un petit mec dans ma chambre, dans mon salon maintenant, avec mes habits, qui fait mes petites vidéos en rigolant avec Ellie et d'autres personnes. Donc, je réalise pas encore ce que je pense vraiment ce que c'est, mais ça va venir. Surtout que il y a beaucoup de choses que je suis en train d'apprendre avec la création de la société, tout ce qui est l'aspect légal et tout. Je suis super jeune, donc avant j'avais moins de 18 ans, c'était pas forcément moi qui gérais. Et maintenant je mets vraiment dedans et je suis en train de réaliser petit à petit. Ouais. Ok, ça marche trop cool. Et tes proches, ils pensent quoi de tout ça? C'est une bonne question. En vrai, mon frère est aussi dans le resell, donc lui il en pense pas grand chose, il fait la même chose que moi, donc voilà. Ma sœur, je pense qu'elle kiffe bien parce qu'elle est plus jeune, elle aime bien être sur les réseaux et du coup elle voit qu'il Elle pique y des a, sapes? il y a un peu d'abonnés et elle pique souvent des sapes hein, si elle voit ça. D'ailleurs, je crois qu'elle a encore ma veste Artérix. Bref. Et je pense qu'elle doit bien kiffer cet aspect réseau, je crois que elle est assez jeune, donc voilà, je pense que ça la fait kiffer. Et mes darons, pour le coup, mon daron il n'est pas du tout électronique, donc lui il voit ça un peu de loin, il voit que je fais du business, voilà. Et ma daronne, elle est fière, donc ça va, ils sont tous contents. Ok, ça marche. Et ils ont eu du mal à te laisser prendre ton envol, on va dire, de faire ça souvent ou pas du tout? Ouais, quand même, et encore aujourd'hui, ma mère, elle veut que je continue des études, par exemple, Ok. parce que du coup, moi, je vais prendre une année sabbatique, ça c'est sûr. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément une sécurité, c'est même une insécurité en vrai de commencer à bosser comme ça sans avoir d'études alors que je pourrais en faire. Mais aujourd'hui, moi, le cadre scolaire, j'ai jamais aimé ça. Donc je pense que c'est bien de se lancer et pas faire d'études. De toute façon, c'est un truc qui marche déjà. Enfin, voilà, les chiffres sont là, tous les feux sont verts. La seconde main, ça marche trop bien. Le luxe, ça marche trop bien, même si LVMH perdu un peu en bourse. Mais bon. Voilà, donc tout est vert. Donc ils ont eu un peu de mal au début, ils ont toujours encore un peu de mal, surtout que, comme je l'ai dit, ils sont pas trop électroniques, ils voient pas trop ça. Mais bon, ils voient que maintenant je commence à me verser des salaires et que il y a tout un cadre légal, donc ça va. Ok, trop cool. Trop cool. Et tu as parlé de cadre légal. Actuellement, tu as une société ou tu es en micro-entreprise? Comment ça se passe? Actuellement, c'est une SAS qui du coup est au nom de mon oncle, que j'ai créé parce que j'avais moins de 18 ans, donc on ne peut pas créer de société en France, ce qui est dommage en vrai. Et du coup, ouais, une société à action simplifiée. C'est une SASU parce qu'il est tout seul. Et là, je suis en train du coup de la récupérer. On a fait les démarches et on attend juste le cabis, le nouveau cabis.
où du coup la société sera à mon nom. Voilà, pour ça, donc il faut un comptable, etc. Et avant, j'étais en auto-entreprise au nom de ma mère, du coup. Ok. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce que le problème, c'est qu'avoir une auto-entreprise à un boulot, c'était une galère monstre. Elle n'était pas super chaud, donc voilà, j'ai dû vite me déclarer, j'ai demandé à mon oncle. Ok, ça marche trop cool. Et tout à l'heure, tu m'as parlé de quand tu étais à l'école, c'était pas trop ton délire. Euh, Tu peux me dire un peu, Joseph, à l'école, c'était quel genre de personnage? Bah, en vrai, ça va, c'était pas mon délire, mais j'ai toujours eu des facilités, donc franchement, j'ai jamais révisé de ma vie. C'est hard, mais même pour le bac, j'ai pas révisé, donc sur ça, j'avais des facilités, j'arrivais à m'en tirer avec 12, 13, 14 de moyenne en seconde. Non, ça va, en vrai, j'ai toujours eu une bonne moyenne et voilà, mon bac, je l'ai eu sans réviser, donc stressez pas. Mais ouais, moi, j'ai juste jamais aimé le cadre scolaire, le fait d'avoir des règles, de venir à telle heure, partir à quelle heure, se lever le matin et toujours apprendre et jamais mettre les mains à la tâche, toujours apprendre des leçons, apprendre. Mais moi, ce que j'ai toujours kiffé, c'est être sur le terrain et faire les choses, donc c'était pas le cadre qui me plaisait, quoi. Ok, ça marche. En dehors du Ricel, t'as d'autres passions, d'autres passe-temps? En vrai, j'ai une ligne qui est assez chelou, mais j'adore la pêche. Je suis un grand pêcheur, c'est ouf, hein. Mais ouais, j'adore la pêche. Et sinon, moi, c'est être dehors. En vrai, je suis assez proche de la nature. La montagne, les randonnées, le ski et tout, c'est vraiment trop mon délire. Donc, ouais, je sais pas si ça me correspond, Pêcheur, mais reseller. il doit y en avoir d'autres, hein. Je pense que je suis pas tout seul. Mais Dites-moi en commentaire s'il y en a d'autres. ouais, c'est ma petite passion secrète. J'en parle pas trop, j'avoue. Et t'en fais souvent? Ouais, quand même, hein. J'étais dans le sud, j'ai bien pêché avec des potes et tout. Plus avant, maintenant j'avoue j'ai plus trop le temps et ouais, ouais, j'ai la flemme de sortir et d'aller pêcher des poissons. Mais ouais, avant j'en faisais beaucoup plus quand même. Ok. Tu les manges ou tu les relâches? Non, no kill, toujours on les tue pas, on les relâche, c'est pour le plaisir. Ok. Pêche plaisir. Ok, ça marche trop cool. Ok, trop cool. Maintenant qu'on a vu un peu c'est qui Joseph, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Tes débuts dans le resell. C'est quoi qui t'a donné envie de faire du resell et par quoi t'as commencé? Ben, aujourd'hui, en vrai, il y a plein de choses qui donnent envie de faire du resell. Rien que les gens qui s'affichent avec l'argent qu'ils font sur les réseaux, mais au moment où j'ai commencé, donc en vrai, je sais même plus, j'étais en quatrième, je crois. Donc c'était il y a 5 ans, quelque chose comme ça. Ça n'existait pas. Ça existait, mais je me souviens qu'il y avait un seul reportage sur ça. Je sais pas s'il y en a qui ont vu, mais c'était une petite daronne qui faisait les fripes et qui revendait sur Vinted. Mais Vinted, c'était encore tout nouveau, etc. Et, euh, et du coup, moi, j'avais commencé en vendant une veste. C'était quoi? C'était Boohooman à l'époque. Booman. De la fast fashion comme ça. Et je l'avais vendu 20 balles. Et c'était resté sur mon porte-monnaie Vinted. J'avais acheté un truc qui m'allait pas. Je l'ai revendu plus cher que je l'ai acheté. Et là, ça a fait tilt dans mon esprit. Et c'est comme ça que j'ai commencé du coup à acheter 2-3 pièces à droite à gauche, faire les fripes, revendre des pantalons un peu baggy à l'époque. Ça commençait à être la mode, etc. Et voilà, ouais, c'était il y a 5 ans. Ok, trop cool. Aujourd'hui, tu vis du resell? Aujourd'hui, je vis du resell. Du coup, là, je me suis versé mon premier salaire le mois dernier. Parce que du coup, j'ai eu 18 ans en juin, début juin. Ok. Donc c'est très très récent. Et je me suis versé mon premier salaire. Je me suis versé 2 000 euros. J'ai pas besoin de plus. J'ai un tout petit loyer que je partage avec mon frère du coup. Et, euh, et voilà. Ouais. Donc j'en vis très largement. Je pense que je vais me verser des belles dividendes à la fin de l'année. Ok, trop cool, on rentrera dans le sujet après. Euh, et pour vraiment comprendre comment tu es arrivé à faire ce que tu as fait, on va le développer après, ça a été quoi le processus avant de créer The Réserverie? C'est une bonne question. Attends, t'arrives à préciser un peu la question. Processus. Euh, les étapes, on Ouais. va dire, tu as commencé avec ta veste Boohooman, Ouais. Ok. ensuite tu Vas-y, as je vais fait un peu les développer un peu. friperies, C'est et ça. ensuite comment tu es monté tout doucement jusqu'à arriver aujourd'hui. Ok. Ouais, du coup, comme j'ai dit, j'ai commencé avec cette sacrée veste Boohooman, camouflage militaire, vraiment, vraiment dégueulasse. Et que j'avais vendu 20 euros. Ensuite, j'ai compris le truc des fripes. Emmaüs, j'habitais dans un petit bled qui s'appelle Luxeuil-les-Bains, si quelqu'un connaît, 1000 habitants. Et il y avait un Emmaüs qui ouvrait que le mercredi. On y allait, on chopait plein de pantalons baggy à 1 euro, Pierre Cardin, des trucs comme ça à l'époque, avec des belles coupes. Et on revendait ça, photo portée, 20, 30. Il y avait, ça se vendait comme des petits pains, c'était abusé. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à sourcer sur Vinted. Et là, ça a trop bien marché. Mais à ce moment-là, moi, j'ai commencé à me désintéresser un peu. Mon frère, il a continué.
Et moi, je me suis plongé dans Warzone, ça c'était en seconde. Je me suis foudroyé à Warzone, les gars, mais foudroyé. Pendant un an, j'ai C'est tout le monde, t'inquiète. arrêté le resell. Ouais, bah, c'était abusé. Et j'ai repris fin seconde. Quand j'avais plus tout l'argent du resell que j'avais fait, j'avais plus rien pour m'acheter des kebabs et acheter des skins sur Warzone. Du coup, j'ai repris à ce moment-là. Et c'était l'arrivée des premiers bots Vinted. Et depuis, j'ai plus jamais lâché. Et ça fait 3 ans que j'arrête pas et que je continue. Ok, ça marche. Et comment t'es passé des pièces, on va dire, standards à des pièces de luxe? En vrai, je veux pas lui donner tout le crédit, mais c'est mon frère, il a commencé à aller sur le luxe. Parce que lui, il adore vraiment le côté fashion du luxe, avec les belles pièces d'archives, comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Et au début, je lui disais, ouais, c'est pas intéressant, mais je préfère vendre des pulls Nike et du Ralph Lauren. Les gens, ils kiffent plus et tout. Et puis j'ai commencé à kiffer le luxe aussi en le voyant emporter. J'ai commencé à acheter, et puis c'était la révélation, hein. J'ai continué sur ça, les gens, ils ont trop kiffé. Et les gars, avoir du luxe, c'est trop kiffant, donc forcément, j'ai continué. T'en portes beaucoup? En vrai, ouais, mais j'aime pas trop. Bon, là, j'ai un t-shirt à gros logo, mais si, en vrai, j'aime bien les gros logos, mais sur les grosses marques. Mais par exemple, Stone Island, j'en porte très très peu. Et c'est que des trucs que je cope vraiment pas cher, que je me garde de temps en temps. Mais de base, je suis pas trop marque, hein. Franchement, sur mes pantalons, j'ai jamais de marque. Ou Prada. Prada, si, quand même. Je mets beaucoup de Prada, mais sans logo. Des petits pantalons de tailleur, des petits pulls, des trucs comme ça. Ok, trop cool. Donc là, ça nous amène à The Reservery. Tu C'est peux ça. présenter The Reservery avant qu'on rentre dans le sujet? Comment présenter The Reservery? Alors, The Reservery, déjà, ça a été une évolution. D'abord, c'était One Pants. C'était le premier nom du shop. J'avais ouvert mon petit Insta. Finalement, j'ai arrêté de vendre que des pantalons en friperie. Donc, j'ai dû changer le nom. J'ai appelé ça Atom Reservery. Et finalement, ça n'avait pas trop de cohérence. Donc, j'ai changé en The Reservery il y a 6-7 mois. Et en vrai, on a explosé avec TikTok, avec Virgile, avec Nathan. On a bossé beaucoup avec eux, avec les pop-up. C'était trop cool, ça a fait trop de bruit, les gens étaient trop contents. Il y a encore des vidéos de nous, il y a des gens qui insultent nos skins Fortnite sur les réseaux qui percent, hein, et lui. Et, euh, et du coup, on a continué sur ça. Et aujourd'hui, on s'est développé à fond, on a monté notre site internet. Euh, et aujourd'hui, on se développe à fond. Ouais, du coup, comme dit, on va reprendre Vinted, Vestiaire.co et on fait beaucoup de votes dessus. Ok, trop cool. Et à quel moment tu t'es dit que il fallait créer ton propre site et plus vendre juste sur Vinted? Bah, en vrai, c'est tout con, mais c'est quand je me suis fait bloquer sur Vinted, hein. C'est pas le choix, les gars. Et j'étais dans l'impasse. Faut racheter une SIM. Le portable, moi, je l'avais racheté carrément. Nouvelle adresse IP, nouvelle adresse email. Bref, nouveau compte bancaire. C'était trop galère. Je pouvais pas recréer de compte Vinted. Il me restait un peu de stock. Et comme j'ai dit, j'adore être touche à tout, faire tout, être manuel et tout. Donc j'ai créé mon petit site internet avec Shopify, c'était pas non plus trop compliqué, mais j'ai kiffé coder un peu. J'ai mis des petites vidéos et tout. Je trouve qu'il est assez propre, mon petit site. Et du coup, voilà, j'ai kiffé sur ça. Au début, j'avoue, il y avait zéro vente. Je me foudroyais à TikTok, tous les jours des TikTok, tous les jours des TikTok. J'étais bloqué à 300 vues, les gars. Tous les jours des 300 vues. Et ça a commencé à un peu bien marcher. J'ai commencé à avoir 1000, 2000 abonnés. Et du coup, voilà pourquoi j'ai créé un site. Parce que j'avais pas le choix, hein, bloquer Vinted. Ok. T'as dit que ça a pas marché tout de suite. Ça a pris combien de temps avant de vraiment commencer à faire du revenu? En vrai, ça marchait, ça marchait bien sur Vinted. Avant que je me fasse bloquer, je faisais genre 10K à mois. En janvier, décembre, ça marchait trop trop bien. Je me suis fait bloquer et comme dit, il me restait plein de stocks sur les bras. J'ai commencé à vendre et pendant un mois, j'ai dû vendre 1 ou 2 pièces. Ok. Mais franchement, c'était trop kiffant. Les gars, quand vous passez sur un site internet, de Vinted, un site internet, recevoir l'argent direct, ça change la vie. Les clients qui posent pas de questions, qui négocient pas, ça m'a changé la vie. Et j'ai plus jamais voulu retourner sur Vinted, déjà, il m'avait trop saoulé. Euh, donc vraiment, ouais, full TikTok pendant, je pense bien 6 mois. 6 mois, grosse période à faire que des TikTok. Mais bon, en vrai, j'arrivais quand même à faire 2000, 3000 euros de CA. Et sur un site internet, j'étais déjà trop trop fier de le faire moi-même, tu vois. C'était pas avec Vinted. Et ouais, au bout de 6 mois, on a commencé à décoller à 5000, 6000 euros de CA. Et c'est là que ça a vraiment commencé à percer. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a commencé avec Voct en juillet. C'était quoi du coup, 2022? 2022, ouais. Non, 2023. 2023, 2023 plutôt. 2022, je Non, crois. ça commence à faire loin. Ouais, du coup, voilà.
Ouais. Et on a commencé avec Voct. On a continué, Voct, ça marchait trop bien. Et on avait un partenariat avec eux sur l'influence qui a trop bien marché, qui était bénéfique pour nous et pour eux. On leur ramenait beaucoup de gens sur la plateforme. Et nous, ça nous permettait de promouvoir un maximum nos lives et prendre des abonnés en même temps. Et on a lancé notre premier pop-up. Premier pop-up, c'était quand ça? Tu te souviens, Ellie? C'était décembre. C'était en décembre le premier? Ouais. Ouais, donc décembre, 6 mois plus tard. Ça a trop bien marché, on avait une queue de bâtard, c'était incroyable. Trop kiffant ce pop-up. Et après, on a continué et nous voilà aujourd'hui. Ok, trop cool. Tu peux dire un peu, c'est quoi qui, d'après toi, a fait en sorte que ton shop en ligne marche? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui lancent leur site et qui font jamais de vente dessus. En vrai, persévérer, hein. Je vous dis vraiment, vous pouvez retourner sur TikTok. J'en ai supprimé quelques-unes. Mais bon, les trends, ça marchait pas toujours. Mais tous les jours, 1, 2 TikTok sur ce qui marchait en ce moment, sur l'actualité, sur les faits. Vraiment, des TikTok nuls qui faisaient 300 vues, des TikTok swipe, des dumps, tous les jours. Donc en vrai, quand même une régularité et un peu de chance quand même. On a percé sur les réseaux, ça a beaucoup aidé. Le partenariat Vogt aussi nous a beaucoup aidé. On a pu bosser avec énormément d'influenceurs grâce à ça et ça nous a fait connaître partout en France, donc un peu de chance quand même, mais quand même beaucoup de régularité. Ouais. Ok, ça marche. Et ce partenariat Vogue, tu peux nous expliquer comment ça s'est fait? Je peux vous le développer rapidement. Alors là, il y a un personnage qui va entrer en jeu qui s'appelle Simar, avec qui j'ai beaucoup bossé. Donc lui, il avait 488 vintage à l'époque et c'était un mec en fait, qui habitait à Strasbourg. Et il m'avait contacté pour faire un concours. On avait fait un concours ensemble. D'ailleurs, il m'avait scamé sur ce concours. On va te retrouver. Il avait pas envoyé l'item, il me l'a avoué il y a 1 mois là. Mais bon, bref, c'était un concours, on avait 1000 abonnés chacun. Non, il avait un peu plus d'abonnés que moi, il avait 2000 ou 3000, un truc comme ça. Ok. Bref, c'était vraiment à l'époque. Voilà. Et du coup, il m'a dit, ouais, t'es chaud, on fait un partenariat avec Vox. C'était tout nouveau, en fait, et il contactait beaucoup de gens. Je sais pas si tu te souviens à l'époque. Il contactait beaucoup de gens sur Vinted, même dans leur dressing. Ouais, venez faire des lives sur Vox, etc. Ouais. Et ils accordaient beaucoup de budget au développement. Et on arrivait à ce moment crucial de leur développement où voilà, ils avaient besoin de ramener du monde sur l'application. On leur a dit, écoutez, vous nous fournissez tant de budget par mois. Et nous, on vous ramène un max de personnes, vous nous filez un code de parrainage. Et on bosse avec des influenceurs. Donc voilà, on a dressé un petit contrat. On avait un récap tous les mois avec Dauphine et ça marchait trop bien. Et puis au bout d'un moment, finalement, ça commençait à s'épuiser parce que c'était pas infini. Mais je pense que c'est ce qui a apporté sur la plateforme quand même beaucoup de resellers. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que Vogt, il y a quand même beaucoup de resellers. Et avant, c'était pas. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Il y en a beaucoup. Mais bon, ça a quand même énormément aidé dans leur développement, je pense, sans vouloir trop avancer. Et ils étaient super contents sur le moment, ils nous faisaient des très bons retours. Donc voilà, c'était ça ce partenariat. Ok, ça marche, trop cool. Depuis le début, tu dis on. Est-ce que tu parles de toi à la troisième personne ou il y a d'autres personnes derrière le projet? Après, je parle de moi à la troisième personne. J'aime pas dire je parce que voilà, je trouve ça un peu égocentrique. Mais non, c'est toujours on, c'est The Réserverie. C'est pareil dans mes mails et tout, c'est l'équipe de Réserverie, alors que souvent je suis tout seul et tout. Mais bon, non, pour moi, c'est question d'être humble et c'est pas je, c'est on, parce qu'il y a des gens qui m'ont aidé dans le projet qui sont pas forcément là aujourd'hui. Et voilà, c'est plein de facteurs. C'est Ellie, c'est d'autres gens, c'est d'autres influenceurs, c'est d'autres gens. Donc c'est on. Voilà. Tu parles d'Ellie. Qu'est-ce qu'elle fait dans le projet et tu l'as rencontrée comment? Ellie, c'est un bon sujet parce que Ellie, c'était personne. Hein. Mais en gros, non, Ellie, c'était une meuf de ma classe. Et donc moi, je suis arrivé, j'ai emménagé à Strasbourg en fait. Et elle m'a vu sur Vinted et je crois qu'on a commencé à parler comme ça. Elle m'a dit, ah ouais, tu fais du resell, moi aussi j'en fais avec mon frère et tout. Moi, je faisais pas du resell, elle vendait des pantalons. Non, en vrai, elle allait en fripe, mais j'avais un peu d'avance sur elle et tout avec Vinted. Et on s'est liés d'amitié comme ça. On est restés vachement potes. Et en fait, elle m'a accompagné partout où j'allais. Quand je suis allé voir Virgile à Montpellier, sur les pop-up, etc. Elle a rencontré plein de monde, elle s'est trop fait kiffer. Elle a commencé à faire des vidéos comme ça. Et elle a continué le resell. Et aujourd'hui, on bosse ensemble sur les vidéos, sur le contenu, etc. Et là, enfin, on va vraiment bosser ensemble. Elle va enfin être payée. Bon, en vrai, elle était déjà payée. Elle avait tout à moins 90%. Mais,
Mais du coup, ouais, là, on va la prendre en alternance. Et du coup, elle va être en alternance 2 ans chez The Réserverie. Ok, trop cool. Ouais, ça va être cool. Donc ça va être ta première employée? Ça va être ma première employée, ouais. Du coup, la société, elle est ouverte depuis 8 mois maintenant. Moi, je me suis versé mon premier salaire il y a 1 mois. Et là, on engage premier employé, du coup, en alternance. Félicitations. Ça va doucement, mais sûrement. Le nom The Réserverie vient d'où? Du coup, comme je l'ai dit précédemment, c'est un enchaînement de noms farfelus. D'abord, c'était One Pants. Du coup, j'allais en fripe, je faisais que des pantalons baggy, portés et tout. Ça marche encore bien, ça, les gars, hein. Franchement, allez-y. Vous les touchez maintenant à 5 € avec l'inflation, mais vous les revendez toujours 15-20 balles. Et tu fais des belles photos portées. Et je faisais ça, du coup, je me suis appelé One Pants. Et je trouvais que ça sonnait bien, One Pants, comme ça. Mais du coup, comme je l'ai dit, après, hein, j'ai arrêté de faire les pantalons, hein, parce qu'à un moment, il faut évoluer. Je me suis appelé Atom Réserverie. J'aimais bien réserverie, ça faisait un peu réserve, machin. Et Atom, j'aimais juste bien. Mais bon, du coup, la combinaison des deux, je me suis rendu compte que pourquoi. Et j'ai choisi The Réserverie, qui est un nom un peu compliqué, mais qu'on arrive bien à retenir, qu'on a des fois un peu de mal à prononcer, mais qui est plutôt cool. Ouais. Ok, trop cool. Tout à l'heure, tu as dit que tu vendais plus sur Vinted et que tu vas bientôt reprendre. Pourquoi tu vends plus sur Vinted et pourquoi tu vas reprendre aussi? Pourquoi je vends plus sur Vinted? Parce que les gars, le luxe c'est trop relou sur Vinted, tu te fais tout le temps bloquer. Réellement, en fait, ils sous-traitent énormément pour l'aide sur Vinted. Les gens à qui vous parlez, c'est souvent des gens qui sont sous-traités, qui ne sont pas qualifiés, surtout au niveau de l'authentification. Bon, et ils ont des vraies personnes qui authentifient, mais souvent ils se trompent, etc. Donc réellement, c'est super relou. Et leur bot qui te banne automatiquement, c'est trop, trop relou. Et bref, se faire ban le compte une fois par semaine, c'était trop. Donc moi j'ai arrêté et comme j'ai dit, moi j'ai commencé en me faisant blanquer et j'avais un peu cette rancœur envers Vinted de voilà, je faisais des bons chiffres et tout et du jour au lendemain c'était fini. À un moment on peut plus être dépendant si on a vraiment envie de se développer et créer un vrai business, tu peux pas être dépendant d'une application ou de quelque chose. Donc j'ai été forcé d'arrêter. Malgré moi j'aurais bien aimé continuer sur Vinted. Mais aujourd'hui, on va reprendre parce que on a le temps, c'est bien développé. Maintenant, on a 3 lignes de vente principales avec Voc, le site internet, et du coup, bientôt Vinted et Vestiaire. Je les mets ensemble. Et du coup, voilà, on reprend parce qu'il y a Ellie qui va venir m'aider à faire les photos. C'est très relou. Et voilà, répondre aux clients, etc. C'était quelque chose de très, très, très chronophage. J'avais pas forcément l'envie, j'avais pas forcément le temps. Moi, j'avais mes études, mes études à lycée à côté. Et du coup, voilà, maintenant on reprend enfin. Ok, ça marche, trop cool. Tu conseillerais quoi aux personnes qui veulent aussi se détacher de Vinted? Tu as dit la régularité pour le contenu. Euh, Est-ce que tu as d'autres points qui te semblent importants? Honnêtement, créer son site, en fait, je dirais peut-être même c'est un peu tard en fait. Aujourd'hui, il y a plein de nouveaux concurrents et surtout là, ces dernières années, enfin, ça fait non, ça fait quoi? Ça fait 6-7 mois que je vois vraiment des gros shops émerger, mais qui sont soutenus vraiment par des gros projets. Bon, je vais pas en citer, mais qui ont vraiment de l'argent à investir et qui créent des sites internet vraiment pro, etc. Pas comme moi dans ma chambre, c'est vraiment toute une équipe qui est déjà engagée sur le projet. Donc créer son site internet, c'est plus forcément la bonne solution. Mais c'est se diversifier, c'est comme ça dans l'investissement. On ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc vendre que sur Vinted, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il faut vendre sur Vestiaire, il faut vendre sur Vinted, il faut essayer de vendre sur Vogue, les items que vous ne touchez pas trop cher. Il faut revendre en gros aussi, parce que pour faire tourner le stock, c'est toujours cool. Surtout si vous touchez des petits torsadés à 10-15 balles, il faut les revendre des 20 balles en gros, vous leur en revendez 100 d'un coup. Bref, c'est les techniques, mais se diversifier, c'est trop important. Vendez aussi à votre entourage. Les gens, ils adorent la seconde main aujourd'hui. Ils comprennent ce que c'est Vinted. Moi, j'ai plein de gens au début qui m'achetaient beaucoup. Aujourd'hui, toujours. En vrai, j'ai toujours des potes qui viennent m'acheter encore hier des sapes. Donc, vraiment, diversifiez-vous. Arrêtez de penser que Vinted. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de plateformes pour se développer. Mais voilà, il y en a quand même assez pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Ok, donc toi, tu penses actuellement que un gars qui vend bien sur Vinted et qui a aussi cette frustration de se faire ban souvent, il devrait pas créer son site? Il devrait avoir d'autres En fait, possibilités? moi, comme dit, c'était de la régularité, mais aussi de la chance, dans le sens où, en vrai, un site de luxe de seconde main, il n'y en a pas vraiment d'autres. Et il y avait Central Montmartre, qui marchait très bien à l'époque, qui ont arrêté d'ailleurs. J'avais racheté leur stock là, qui ont arrêté. Donc, Il était bien leur stock? ça va, il était pas mal. Il était pas mal. Euh, il restait pas grand-chose. Ils avaient fait un gros pop-up pour tout écouler, et du coup, il restait pas les meilleures pièces. Mais bon, c'était quand même sympa, on a bien mangé. Et, euh, et du coup, ouais.
créer son site internet aujourd'hui, c'est devenu dur. Il y en a plein, j'en vois plein des petits qui créent leur site internet. Je le vois bien, il n'y a pas forcément de vente. Et à moins que vous ayez vraiment la rage et que vous voulez vraiment développer un projet qui durera des années et vraiment, vraiment le faire, je pense que ça ne sert à rien de perdre un an dans votre vie à essayer de monter un site internet. Vendez plutôt sur d'autres plateformes. Enfin, pour moi. Mais en vrai, si vous voulez le faire, faites-le. Si vous avez, parce que réellement, percer sur un site, les gens qui ont réussi, qui tournent avec un site à 3, 4, 5 000 euros par mois, ça se compte, je pense, sur les doigts d'une main, dans la seconde main en tout cas. Ok. Et tu penses pas que justement ça va s'étendre dans les années à venir? Il va y en avoir plus qui vont apparaître? Ben justement, en fait, le problème, c'est que les multinationales, les grosses marques, elles le comprennent très rapidement. Je peux prendre l'exemple d'Ami, qui a lancé Ami Forever. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est du coup de la seconde main de chez Ami. Ouais. Je ne sais plus si, je crois, au moment du paiement, ils vous proposent de racheter vos anciens vêtements Ami. Ou alors en boutique, je ne sais plus comment ça fonctionne, mais en tout cas, sur leur site, ils ont une partie Ami Forever, et c'est du coup Ami en seconde main. Et c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, Burberry a fait une collaboration aux États-Unis avec The Real Real, qui est la plateforme de seconde main aux États-Unis, un peu sur le luxe, le vestiaire collectif un peu là-bas. Du coup, voilà, que les marques de luxe commencent à réellement travailler avec la seconde main, qui était vraiment à l'opposé de leur image. C'est juste un indicateur parmi tant que réellement le marché va être pris par les multinationales, et c'est qu'une question d'années, de mois, voire, avant que réellement la seconde main soit vraiment, vraiment prise par ces multinationales. Mais tu penses pas que déjà les gens ils vont pas forcément aller vendre leurs vêtements euh, aux marques? Et deuxièmement, les marques vont les vendre beaucoup plus cher. Alors, il y a deux trucs. En vrai, moi je travaille plus sur le luxe. Et les consommateurs de luxe neuf, ils en ont souvent pas grand chose à foutre. Tu vois. Ils veulent revendre. Et en gros, sur leur bouton, si ils vont payer leur truc et que ça leur met. Si vous avez encore des vieux vêtements Burberry chez vous, la petite daronne qui a encore son petit trench qu'elle met plus trop, oh tiens, je vais l'envoyer. Ok. Et elle ne regarde même pas le prix, elle va pas aller checker sur Vinted, ah, ça se revend combien. Je pense que sur ça va bien marcher. Sur la seconde main, par exemple, Nike, c'est vrai que j'arriverai pas forcément à me dire qu'ils vont réussir à faire de la seconde main et racheter des items. Les gens, ils ont peut-être la flemme de revendre leur t-shirt Nike 5 euros ou des choses comme ça, tu vois. Donc c'est une bonne question. C'est une bonne question. En vrai, je ne saurais pas y répondre. Mais je pense que sur le luxe, si Ami le fait déjà, c'est que ça risque d'être fait. Après, je vois mal Louis Vuitton racheter leurs vêtements, leurs anciens vêtements. C'est vrai que ça colle vraiment pas avec l'image de la marque. Ouais. Mais bon, on verra comment ça va se développer. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a des gros porte-monnaies qui vont investir dans la seconde main. C'est déjà le cas. Bientôt ils vont investir dans The Réserverie. Ah, rachetez-moi, hein. Je vous coupe rapidement dans le podcast pour vous parler de Control Resell. En tant que reseller, on fait énormément de tâches chronophages. Que ça soit prendre les photos, prendre les mesures, poster les annonces, faire sa comptabilité et j'en oublie sans doute. En me basant sur mon expérience personnelle et celle de plus de 100 resellers, j'ai créé Control Resell pour permettre aux resellers de se concentrer sur les tâches essentielles de leur business. Avec Control Resell, tous les resellers dès aujourd'hui peuvent gagner jusqu'à 10 heures par semaine et augmenter énormément leur chiffre d'affaires. Si toi aussi tu veux gagner du temps et de l'argent, je te mets un lien en description pour en savoir plus. Allez, ciao et bonne fin d'épisode. Ok, trop cool. Tu te vois où dans 3 ans avec The Réserverie? Écoute, au début, moi j'avais énormément de projets. On a tous eu plein de projets, lancer des marques de vêtements, faire du dropshipping, du e-commerce. On voit tous les jours de nouveaux business émerger. Et comme j'ai dit, j'adore toucher à tout, essayer de nouveaux trucs. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, un business, il faut se concentrer sur un seul et arrêter d'essayer de toucher à tout et le développer au max. Et une fois qu'il est pérennisé, qu'il fonctionne presque tout seul, et ben là, tu peux commencer à développer de nouvelles choses. Donc moi, j'ai envie de continuer à développer The Réserverie. Aujourd'hui, je découvre ce que c'est l'entrepreneuriat à proprement parler, parce qu'avant, j'étais auto-entrepreneur au nom de ma mère. Donc les démarches, voilà, c'était pas non plus... Puis j'avais 16 ans, donc c'était quand même différent. Aujourd'hui, j'apprends à, par exemple, recruter, payer les impôts, comment ça fonctionne, etc. Rencontrer du monde, avoir un compte. Bref, tous ces genres de choses qu'on découvre dans l'entrepreneuriat. Je fais un peu les choses à l'envers. J'avais une discussion comme ça avec un entrepreneur. C'est vrai que souvent on fait des études pour apprendre ce genre de choses et moi je les apprends directement sur le terrain. Je trouve que ça me correspond bien. Mais donc là, cette année, c'est vraiment apprendre, voir comment ça fonctionne et après développer. Voilà, avec par exemple, je sais pas, j'ai plein d'idées, une ligne de vêtements, faire de la revente en gros de luxe que je fais déjà, mais un plus gros volume. Développer, bref, plein de choses, des partenariats, des nouveaux pop-up.
trop de projets, mais aujourd'hui, j'ai essayé d'apprendre un maximum avant de me lancer dans de nouveaux projets qui vont me prendre d'autant plus de temps. Alors qu'aujourd'hui, mon business, si je suis pas là, il ne tourne pas. Donc, tant que j'ai pas réussi à pérenniser mon activité, je continuerai pas. Donc, je me vois où je réponds enfin à la question. Je me vois encore en train de bosser et gérer une équipe si c'est possible. Combien de personnes? La question, j'aimerais bien, en vrai, dans 3 ans, 5 personnes. 5 Ok. personnes, ça serait pas mal à temps plein. En CDI, ça serait pas mal. CDI, CDD. Ok, trop cool. Et du coup, tu as parlé de focus principal. C'est quoi ton focus principal sur The Reservoir? Bah, en vrai, c'est mon site, hein, continuer à développer mon site, mon Instagram, continuer à avoir de nouveaux followers, continuer à faire du contenu qualitatif. Et voilà, enfin, vraiment tout le processus qui est d'acheter les items, recevoir les items, les laver, les mettre en vente et ensuite faire la promotion de ces items. Ça, c'est mon truc principal et c'est The Reservery. C'est ce que je veux continuer de développer et pérenniser, que j'ai plus à le faire. J'ai plus à sourcer, j'ai plus à m'occuper des items, à faire les photos. Et quand enfin ça soit fait tout seul, donc que ça soit automatique, donc qu'il y ait des employés qui le fassent. Une fois que ça sera fait, je pourrais lancer de nouveaux projets. C'est juste ça, pérenniser The Reservery, quoi. Pour moi aujourd'hui c'est ça, c'est le site Donc plus internet. de pop-up? Si, peut-être. C'est en cours, ouais, dans les prochains mois. Mais le truc c'est réellement, en fait, les pop-up c'est pas un si gros projet, c'est-à-dire que ça va me prendre un mois, il va falloir bosser un peu sur différents trucs. Mais vraiment les gros projets, tu vois, par exemple c'est ouvrir un shop. Et ça, tant que j'arrive pas à être régulier, à faire 20 000 euros par mois, ben, si t'es pas régulier, tu vas pas engager 100 000 euros de frais dans un shop, par exemple. Tu vois. Ok, très clair. En parlant des pop-up, on va dire c'est une idée qu'on a tous déjà eue, d'ouvrir un shop, de faire un pop-up. Vous l'avez réalisé. Comment ça s'est fait? D'où est venue l'idée? Et comment ça s'est mis en place? D'où est venue l'idée? Du coup, je vais revenir sur Central, mais j'avais trop kiffé à l'époque. Ils avaient fait un pop-up. Et moi, j'avais pas pu y aller, mais j'avais un pote qui m'en avait parlé. Et c'était trop stylé. Et mon frère, il a fait un pop-up chez Sapeur Vintage, son premier pop-up. Donc, il avait un petit coin dans le shop et tout. Et j'y étais allé, j'avais vu comment c'était. Et waouh, recevoir du cash, ça m'a fait kiffer de fou. Ça m'a fait kiffer de fou. Et en vrai, être avec les clients, parler, discuter, leur présenter la pièce, parler un peu de la pièce que toi, t'as pu choper à la main ou que tu as acheté chez ton grossiste, que tu as kiffé recevoir, laver et tout, tu as pris soin. Donc voilà, c'était l'année, etc. C'est un super modèle, une bonne coupe. Ils l'essayent, ils kiffent. Les gens, ils ont le sourire, ils repartent avec ton petit sac, avec ton petit logo et tout. Ça m'avait trop fait kiffer. Et du coup, j'ai voulu le faire. Et c'était au moment où on était encore avec Vogt et Chung Simar. Et donc à deux, on a réussi à s'organiser pour faire un super pop-up. C'était trop bien, on avait loué un local de 110 mètres carrés. Donc au cœur du Marais, c'était énorme pour un premier pop-up. Franchement, C'était big. c'était un big truc. Et ça a trop bien marché. C'était pas mal de boulot, mais on est content de l'avoir fait. Et voilà, on va continuer à le faire. Mais maintenant, on prend plus notre temps. Parce que du coup, en fait, on avait tellement kiffé qu'on en avait enchaîné un ou deux. Et on était moins bien préparé, c'était moins bien setup. Euh, et du coup, voilà, moi, je me suis dit, j'arrête. Simar, il en a encore fait un ou deux. Et moi, je me dis, voilà, j'en referai un quand je ferai vraiment un big truc. Mais on avait déjà fait un peu d'une semaine avec PP Studio, Pierre Cabella, Treasure Market, 49 Vintage, un shop allemand qu'on a ramené d'Allemagne, de Osnabrück carrément. Il a fait des heures et des heures de route. Et ça s'était super bien passé, une semaine vraiment de folie. Et donc, faire plus gros que ça va être compliqué et ça va prendre du temps, mais on va réussir. Et voilà. Ok. C'est rentable de faire un pop-up? C'est rentable. C'est rentable au niveau de l'image, premièrement, parce que, on va se le dire, je fais des live act, on fait 4-5 000 euros de CA. C'est presque la même chose qu'on arrive à faire en un week-end. Non, on fait quand même le double, on fait 10 000, tu vois. Mais pour l'effort que c'est, l'investissement, le temps, parce que nous on n'est pas sur Paname, moi j'avais pas le permis, il fallait envoyer les colis, ça coûte super cher d'envoyer des centaines et des centaines de produits, ça coûte presque 1000 balles, tu vois. Donc tu fais 10 000 euros de CA, tu retires 1000 balles, tu retires ton pop-up qui était à c'était 2500, tu retires ça, tu retires ça. Ben, finalement, il te reste rien. Donc finalement, c'est plus rentable sur l'image que réellement sur la vente. Mais bon, vous inquiétez pas, on a quand même été rentable sur la vente. Il n'y a pas eu de souci. Ok, ça marche. Du coup, vous allez recommencer. C'est sûr, on va en refaire un. Moi, j'aimerais bien d'ici 2 à 3 mois. Où ça? C'est encore à Paris.
On aimerait bien se développer, on en a. Alors non, c'était Simar qu'on avait fait un à Lyon, moi j'y étais allé, mais j'y ai pas participé. Puis ça avait pas marché trop de fou, mais bon, il n'y avait pas une communication non plus incroyable. J'avais pas communiqué avec The Réserverie ni rien. Mais bon, là n'est pas la question. On aimerait bien en faire autre part à Toulouse, hein, ça serait pas mal. Ou Marseille, Lyon encore une fois, mais le faire moi cette fois. Mais en fait, on connaît personne là-bas. On ne sait pas comment ça se passe. Le Paris, maintenant, on l'a fait une fois, deux fois, trois fois. Donc on sait comment ça marche, on connaît les bons endroits, on connaît le prix, on sait comment ça marche réellement. Donc ouais, on va en refaire sur Paris. Et à terme, on voudrait bien aller un peu partout dans la France. Ok, trop cool. Tu vends beaucoup plus cher en pop-up ou pas vraiment? On garde les mêmes. Nous, on a décidé de garder les mêmes prix. On sait qu'il y en a qui augmentent souvent les prix. Mais nous, on s'est dit, écoute, l'investissement, on l'aura vraiment sur l'image. Et comme dit, ça nous fait kiffer. Donc, on garde les mêmes prix. Et moi, en fait, quand je vends, je mets directement des étiquettes. Hop, avec le price. Ouais. Donc, sur le site. Bon, je galère un peu. Hop. Et donc, on a juste laissé les étiquettes et ça va très bien fonctionner. Ok, ça marche trop cool. Du coup, si moi je comprends bien, The Reservery, ça s'est beaucoup développé, enfin presque exclusivement développé, grâce au réseau. Comment comment t'as fait, en dehors de la régularité, comment t'as fait pour avoir les partenariats que t'as eus avec les influenceurs et tout ce que t'as créé sur les réseaux? Alors, déjà, on a eu de la chance d'avoir le partenariat avec Voct qui nous a quand même beaucoup aidé. Et franchement, pour le coup, c'était bénéfique des deux côtés. Mais, donc en gros, ils nous fournissaient un budget X par mois pour payer des Tu peux le influenceurs. dire ou pas? Non, on va éviter. Mais voilà, c'est pas non plus faramineux, mais c'était assez. Par mois pour payer des influenceurs. Et du coup, faire la promotion de Vox en même temps. Donc nous, ce qu'on disait aux influenceurs et ce qui nous était dit dans le contrat, c'était en gros, ils doivent citer Voct, ils doivent présenter rapidement ce que c'est Voct, et ils doivent faire la promotion de votre live. Et on avait 4 lives à faire par mois. Donc nous, on a choisi le créneau du dimanche. Il n'y avait personne dessus à l'époque, et c'était un des pires jours d'ailleurs pour Voct, et c'est devenu un des meilleurs jours pour Voct au bout de quelques semaines. Euh, et du coup, voilà comment il fonctionnait le partenariat. Et c'est à ce moment-là qu'on a contacté des tonnes et des tonnes de micro-influenceurs. Nous, c'était notre stratégie. Donc, c'était des comptes aujourd'hui qui sont connus, mais à l'époque qui étaient à moins de 10 000. Virgile, on est arrivé, par exemple, je prends l'exemple parce que c'est celui qui a le plus pété, mais on est arrivé quand il avait 20 000 abonnés. On a fait un concours avec lui quand il avait 30 000. Aujourd'hui, il a 140 000, je crois. Donc voilà. Et d'ailleurs, Simar le connaissait déjà, donc ça a beaucoup facilité les choses. Et du coup, on a contacté énormément de micro-influenceurs à 5, 6 000, 7 000 abonnés. On envoyait des pièces, donc nous, ça ne nous coûtait pas trop cher. Et du coup, les pièces, on arrivait à elles rentraient dans le budget. On faisait des vidéos, ou alors on les payait directement aux influenceurs. Et du coup, voilà, ça a quand même beaucoup aidé parce qu'à chaque fois, on disait. Par exemple, en fait, ce qui était relou, c'est qu'on avait juste un lien qu'on ne pouvait pas mettre sur TikTok parce que moi j'avais mon site. Ouais. Du coup, on envoyait tout le temps sur Insta. Mais du coup, c'était relou en même temps bien parce que du coup, ça faisait full follower et on arrivait comme ça. On est arrivé au 10K hein. Et après, on est arrivé à 20K avec Virgile et ouais, je crois on s'est arrêté à 20K. Le partenariat s'est arrêté quand on était à 20K. Et ensuite, ce qui nous a beaucoup fait péter, c'est les Reels aussi. Ok. Les Reels, très 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 puissants, hein. On en voit, il y a plein de shops en ce moment qui prennent énormément d'abonnés hein, avec les Reels. Le problème, c'est que c'est pas une communauté super active, c'est vrai, mais ça fait des abonnés, ça fait des clients et ça fait ça fait beaucoup d'abonnés, donc c'est quand même sympa. Ok. Tu peux nous décrire un peu comment tu fais un Reels? Du coup, l'écriture, si tu les écris, comment tu les tournes, comment t'as les idées un peu? Ah là là, c'est même pas compliqué, franchement, c'est Ellie et son petit cerveau et moi qui réfléchissons. Non, franchement, on se creuse pas la tête. On se fait trop kiffer. On fait des trucs qui nous font rire, avec des accroches un peu speed, un peu catchy. Donc voilà, pour attirer le personnage qui reste un peu sur la vidéo. Et ensuite, on fait notre petite promotion au milieu de la vidéo, tout simplement. Et nous, on a choisi de faire ça un peu avec de l'humour, entre guillemets. Des vidéos bon, c'est pas les vidéos qui vont faire rire, mais c'est des vidéos où il se passe des petites scènes un peu sympas, où c'est un peu scénarisé. Et c'est des choses qui n'existaient pas quand on a commencé donc on a commencé il y a
un an à faire des Reels. Ouais, un an. Et en vrai, ça n'existait pas. Les gens, ils faisaient pas de la promotion comme ça. Et aujourd'hui, ça se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et il y a même des agences de marketing qui font ça très, très bien. Avec ces petites vidéos scénarisées. Mais en France, ça n'existait pas et nous, on a tiré ça honnêtement des États-Unis. Hein. Moi, j'ai vu ça comme ça. Et comme dit, on kiffait trop faire ça avec Virgile, avec Ellie, avec d'autres personnages. Donc voilà, Ah, on ça a rend continué bien. comme ça. Franchement, ça rend bien et les gens, ils kiffent. Les gens, ils restent dessus, ils commentent et tout. Ils se sentent vraiment avec nous, donc ouais, c'est cool. Ok, ça marche. Là, tu m'as parlé beaucoup d'Insta. TikTok, est-ce que c'est un axe d'acquisition pour vous ou pas trop? Pas trop, en vrai, on a un petit compte TikTok, on a 14K je crois dessus. Donc on met les mêmes vidéos que sur Insta, mais c'est pas le même algorithme TikTok. Et en vrai, moi au début je marchais beaucoup avec TikTok, je fonctionnais beaucoup beaucoup avec TikTok et j'aimais bien en faire, mais maintenant l'algorithme ça fait trop longtemps que j'y vais plus et nos vidéos, franchement j'ai trop délaissé. Elles nous font des 2000, 3000, des fois elles tapent les 10 000. Mais je m'intéresse beaucoup moins depuis que j'ai compris que. Et finalement, en fait, TikTok, on fait que rediriger vers Insta, alors que Insta, le canal, il est déjà là, ils ont juste à cliquer sur s'abonner, donc c'était tellement plus simple. Mais c'est vrai que c'est dommage, et on va reprendre activement TikTok, mais c'était trop compliqué de gérer Insta et TikTok, vu que les algorithmes ne sont pas les mêmes. Ok, trop cool. Tout à l'heure, tu as dit que Ellie va commencer l'alternance bientôt. Enfin, ouais. Enfin, l'esclavagisme. L'esclavage. Euh, Combien de temps sur son alternance elle va passer sur les réseaux, d'après toi? Ben, ça va être quand même beaucoup de temps en vrai. Ellie, bon, elle va m'aider pour les photos et les choses comme ça, mais surtout pour le marketing. En vrai, elle gère bien les réseaux, je pense que vous avez remarqué. Elle kiffe faire ça. Donc, je pense que ça va être. Bon, je ne saurais pas donner de temporalité, mais ça va être une bonne partie de son temps, c'est sûr. Ouais, peut-être 50%, franchement, à faire du contenu. Et voilà. Elle adore faire ça, donc je la laisserai faire. Ok, trop cool. Vous avez fait un entretien ou pas? Un entretien d'embauche? Ouais. Non. Honnêtement, non. Non, elle sait cop, elle sait faire les photos et elle est trop forte en marketing. C'est bon, c'est de l'engagé. Ok, trop cool. Maintenant qu'on a vu un peu tout ton parcours de réserverie, les pop-up, où t'en es aujourd'hui, j'aimerais bien que tu donnes un peu tes astuces pour le resell. Du coup, d'après toi, c'est quoi les 3 trucs qu'il faut absolument faire pour gagner de l'argent avec le resell? Euh, bon, déjà, je vais dire 3 points. Après, je vais développer. Se démarquer, être régulier et ça, c'est une petite astuce en plus, mais pas trop pro. Déjà, se démarquer. C'est-à-dire que sur Vinted, si vous achetez encore du pull Ralph Lauren comme tout le monde, oui, vous allez faire du bénéfice, mais vous allez vous nourrir dans la masse. Et il faut avoir les petites techniques, les petits tips, vous en trouvez plein sur TikTok pour atterrir en haut du feed. Mais même, en fait, c'est aller sur des marques un peu plus spéciales, des produits un peu plus spéciaux, où forcément vous allez avoir moins de clients, mais en fait, vous allez pouvoir adapter votre prix. Donc voilà, c'est se démarquer sur les marques et sur les items. Mon deuxième point, c'était quoi déjà? Attends, je me perds là. C'était être régulier. Être régulier, ouais. Être régulier. Bon, c'est pas grave, on coupera. Non, c'est pas, on coupe pas. Il n'y a pas de cut. Mince, bon, je me perds dans mon fil. Bref, ouais, être régulier. L'algorithme, il y a tous des algorithmes sur Vinted aussi. Donc, être régulier, poster ses annonces et pas s'arrêter, pas faire de pause dans le resell. Cop quand vous devez cop, vendre quand vous devez vendre, répondre aux clients quand vous devez répondre aux clients. Voilà, être régulier. Et le troisième tip, c'est pas être trop pro. Et ça, c'est vraiment sur Vinted. Bon, pour le coup, je parle vraiment pour les resellers Vinted. Et même vestiaire en vrai. Les gens, sur les plateformes de seconde main, ils aiment faire des bonnes affaires. Donc si tu nous sors ton meilleur fond blanc et ton truc le plus pro et ton petit pot de fleurs, bon non, c'est fini. Mais si en fait tu es trop pro, ben les gens ils vont pas se dire que c'est une bonne affaire, ils vont juste croire qu'ils achètent un pro, à quelqu'un qui fait de la revente, et les gens ils aiment pas ça. Ce qu'ils cherchent c'est la bonne affaire. Bon ça dépend, il y a des gens qui s'en foutent en vrai, mais enfin en tout cas moi et énormément de personnes quand on va sur Vinted c'est pour faire la bonne affaire. Donc si on a l'impression d'acheter un professionnel, et ben on va pas forcément acheter, on va se dire non c'est trop cher. Donc soyez pas trop pro, faites des photos belles sur un fond gris, sur votre parquet, ça suffit, juste pliez bien les vêtements et voilà, juste pas avoir l'air trop pro réellement. Je pense que c'est un bon tip. Ok, trop cool. Est-ce que tu penses qu'il y a un sorte de plafond de verre avec Vinted, que si tu passes uniquement par Vinted, tu peux pas aller plus loin? Franchement, s'ils bloquaient pas, s'ils n'avaient pas le blocage aussi facile, non.
Vinted, c'est trop puissant et on en voit trop des comptes avec des 1500, 2000 articles. C'est des gens qui font des 30, 40 000 euros avec Vinted par mois, réellement. Mais le seul point noir, c'est le service client, les gars. Réellement, c'est trop relou de se faire bloquer. Bon, alors honnêtement, j'ai jamais fait de grosses sommes en vendant pas du luxe. J'ai toujours été moi dans le luxe et du coup, j'ai toujours eu ce problème de blocage. Mais je sais qu'il y a d'autres gens que je regarde sur les réseaux qui se font souvent bloquer aussi et que c'est vraiment un gros point noir. Et justement, ils disent d'avoir différents comptes Vinted, ils nous montrent qu'ils en ont sur leur iPad, etc. Et, ouais, je pense qu'il n'y a pas de place en fond de verre, mais c'est réellement juste que du coup, tu es obligé d'un moment de te sortir de Vinted parce que si tu te fais bloquer, ben, juste pendant une semaine, un mois, tu peux plus bosser. Là. Ok. Ok, trop cool. Si je devais retenir une seule chose dans les 3 points que tu as dit, ce serait quoi la chose sur laquelle la personne doit se concentrer un max? En vrai, c'est le plus bête, mais c'est la régularité, les gars. De toute façon, si vous bossez pas, vous gagnez pas. Donc, vraiment, lâchez pas, copez. Moi, franchement, je conseille pas. Enfin, si, il y a des bons grossistes, faut pas se mentir, mais tu vas faire beaucoup plus sur Coop manuellement en te démarquant. Mais si tu veux Coop ton pull Nike avec ton gros logo ou ton sweat Ralph Lauren que tout le monde veut ou ton zip Ralph Lauren, ça, c'est des choses qui sont Coop à la microseconde avec les bots, l'autocop et des choses comme ça. Démarquez-vous, allez sur des trucs. Moi, j'adore cop. Franchement, j'ai plus trop le temps. Et avant, je copais beaucoup. Et je cope beaucoup à la main. Franchement, j'utilise pas trop de bots. Et c'est des annonces qui restent 2-3 minutes. Et pourtant, je fais du x2, x3. C'est juste une question de trouver le bon item et avoir un peu l'œil, réellement. Je pense qu'aujourd'hui, ça sert à rien d'acheter. C'est parce qu'en fait, vous voyez tout le monde acheter la même chose, mais démarquez-vous. Donc, la régularité, mais démarquez en plus. Tu l'as glissé quand même. Je l'ai glissé. Ok, trop cool. Tu as fait les 3 points qui sont essentiels. C'est quoi les 3 erreurs maintenant? Les 3 erreurs, bah, la première, c'est celle que je viens de développer, mais vouloir faire comme tout le monde. Ouais. La deuxième, ça pourrait être quoi? Si t'as pas, c'est pas grave. Non, je vais en trouver, il y a toujours des erreurs. Bah, rester trop sur les mêmes plateformes. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de votre vie avec le resell, il y en a beaucoup qui le voient comme quelque chose qu'ils vont faire 1 ou 2 ans, mais si vous voulez vraiment faire quelque chose développez-vous. Et le troisième point, la troisième erreur. Ellie, t'as pas une erreur que tu fais dans le resell? Peut-être vouloir tout le temps négocier, genre pour quelques euros, et après perdre une occasion sur de la thune. Ouais, bon alors ça c'est quand tu te fais voler tes cops. Oui, mais je sais pas c'était quoi la question. Non, en vrai, vouloir aller trop vite vers un grossiste, enfin, moi c'est ce que je pense. Honnêtement, ouais, vous faites du x2 avec les grossistes, des fois x3, x4 sur les bonnes niches. Mais vaut mieux rester et continuer de cop vos pièces à la main. Moi, je fais avant, j'avoue que je cope plus en ce moment, mais tu arrives à cop 10 à 15 pièces par jour. Après, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais user access limit, tu peux pas cop plus de. J'ai jamais cop au bot. Ouais, bah, en vrai, c'est pas. Mais bon, tu peux cop 10-15 pièces et réellement, tu peux faire 5, 6 000, 7 000, 8 000 euros par mois juste en copant. Donc, aller vers le grossiste, ça sert à rien au début. C'est vraiment quand vous développez beaucoup. Ok, ça marche trop cool. Là, c'est pas forcément que pour le resell, mais c'est quoi la seule chose, une seule chose, qui t'a fait vraiment step up dans ton business, dans ton quotidien, dans ta vie en général? À part la pêche. Elle est mauvaise. Non, en vrai, la régularité, encore une fois, et même se mettre un cadre de vie, réellement, être structuré ses journées, avoir un emploi du temps, un agenda, c'est trop important. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de distractions avec les réseaux, etc. On peut très très vite être un peu sur TikTok et perdre 1 heure dans sa journée, mais réellement, on s'en rend pas compte comment le temps il passe vite. Donc, se mettre un cadre, et moi, j'ai installé Google Agenda. Je prépare mon petit programme en début de semaine. Et voilà, je sais que je vais à la salle le soir, je sais que je fais ça le matin, je sais que j'emballe mes commandes, je sais que je réponds à mes mails à telle heure. Et réellement, je pense que si on veut réellement step up dans son business en général, si on ne se met pas une routine et un cadre, ou alors il faut vraiment avoir énormément de discipline. Il y a des gens qui ont peut-être et GG à eux, mais moi je pense que si on ne se met pas un cadre et qu'on ne se structure pas, on n'arrive pas à réellement entreprendre. Parce qu'un entrepreneur, il est tout seul, il est tout le temps tout seul en vrai.
Ok, très cool. Tu fais beaucoup de sport? Ouais, je vais à la salle 4 fois par semaine et j'aime bien courir. Je suis pas le plus fort. Ouais. Big up à mon pote qui court beaucoup plus vite que moi, Mathéo, hein. Mais ouais, j'aime bien courir. J'y vais tous les mercredis. Et la salle et la pêche, c'est un sport, les gars, hein. Non, non, mais en vrai, ouais, montagne et tout. J'adore faire du sport, du VTT, des choses comme ça. J'ai moins le temps en ce moment. Ok, ça marche. Ok, trop cool. Euh, Dernière question, après on passe au mini-jeu. D'après toi, c'est quoi le futur du resell et de la seconde main d'ici 5 ans? Euh, la seconde main, ça va continuer à exploser. Les gens, ils adorent ça. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a une grosse inflation. Donc, ça va continuer à se développer. On voit l'évolution de Vinted. C'est incroyable comment on a évolué cette plateforme. Et ça va continuer. Et le resell, mais le resell, c'est super large. Nous, on parle aujourd'hui de resell de vêtements, mais le resell, c'est juste acheter et revendre. Ça existe depuis la nuit des temps et ça va continuer encore une fois. Ça va s'adapter, ça s'adapte toujours. Et on a vu l'arrivée des bots. D'abord, c'était les friperies, ensuite les bots, les grossistes et les choses comme ça. Avant, ça n'existait pas, les grossistes de vêtements. Enfin, en tout cas, c'était pas, ça existait pour les petites friperies, la petite friperie de votre ville. Mais aujourd'hui, des particuliers ils peuvent acheter comme ils veulent chez plein de grossistes différents. Donc, ça va continuer à se développer. Il y a des nouvelles avancées qui vont arriver. Ça c'est sûr, ou des nouvelles plateformes qui vont arriver. Donc le resell, je sais pas comment ça va se transformer, mais ça va continuer, il n'y a pas de souci. C'est pas mort en tout cas. Ok, trop cool. En parlant de ça, on va faire un mini-jeu où je vais te Allez. poser des questions rapides. Et l'objectif, c'est que tu répondes la première idée que tu as en tête. Donc, la première question, c'est justement, est-ce que le resell est mort? Mais non, il est pas mort les gars, il s'est adapté. Encore une fois, si vous faites toujours la même chose qu'il y a 3 ans, forcément que oui, le resell d'il y a 3 ans est mort. Les pantalons Carhartt que tu achetais 20 € chez les fournisseurs. Au début c'était 20 €, maintenant tu les touches à 6, 7, 8 € et tu les revends 20 balles, mais avant tu touchais à 20, tu les vendais 60. Aujourd'hui c'est juste plus possible. Donc ça a juste évolué, il y a des nouvelles niches qui sont arrivées, d'autres qui sont parties. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus enfin c'est diffus aujourd'hui. En vrai, il y a plein de niches différentes. Alors que c'est vrai qu'à l'époque, le reseller, il faisait surtout du Carhartt, du Nike, du Adidas. Non, Adidas en vrai un peu moins, du Ralph Lauren. Aujourd'hui, il y a tellement de marques et tellement de nouveaux modèles ou d'anciennes choses, du vintage, etc. que ça s'est juste adapté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus diffus. Donc, si on regarde le resell d'il y a 3 ans, celui-là, ouais, il est mort. Celui-là, c'est sûr. Ok, ça marche trop cool. Tu génères combien d'euros par mois actuellement? Alors, ça dépend énormément des mois. Par exemple, là, j'étais en vacances, j'ai pas fait trop. Mais là, j'ai regardé ma compta avant que vous arriviez. Donc là, on est en août et on est à 14 800 € de CA. Donc franchement, pour le mois d'août, c'est vraiment pas mal. Les gens, ils seront en vacances, etc. Mais ouais, on est environ à... Allez, le mois de juin et juillet, ils ont fait mal. Mais environ ouais, 15 à 20 000 € de CA mensuellement. Ok, ça marche. Du coup, en juin et juillet, c'était beaucoup moins parce que tu as beaucoup moins travaillé du coup? Parce que j'ai fêté mon bac, je suis parti aux quatre coins de la France. Honnêtement, ouais, j'ai vraiment pas beaucoup bossé. J'ai fait 6 000 et 8 000 de CA. Donc c'est vrai que c'est pas beaucoup. Et en entreprise, c'est pas la même chose qu'en auto-entrepreneur. C'est pas dans ma poche. J'ai un comptable à payer, j'ai ma domiciliation, j'ai plein de frais. J'ai plein de frais, les gars. Et bientôt, Restez en micro le temps que vous voilà, pouvez. restez réellement en micro, les gars. Vraiment. Donc voilà, pour les chiffres. Si tu n'aurais pas fait de la seconde main, tu aurais fait quoi? De l'entrepreneuriat, c'est sûr. J'aime trop ça. De toute façon, j'ai tout essayé. J'ai essayé le dropshipping, etc. Mais de l'entrepreneuriat. Je sais pas dans quel secteur, mais de l'entrepreneuriat. Ok, ça marche. Strasbourg ou Paris? Strasbourg. Pourquoi? Enfin, Paris, les gens, enfin, c'est pas mon délire. Les gars, je suis pas un fashion, moi. Paris, c'est pas pour moi. À quand le shop physique? Euh, Elle est dure. Bientôt, j'espère. Bientôt. Est-ce que l'argent il fait le bonheur? Non, mais il y contribue. C'est la basique, ça va. Ok. Basique, il n'y a pas plus basique. Elle est réelle, les gars, elle est réelle. Euh, Tac, tac, tac. Si tu n'aurais pas connu la seconde main, tu aurais fait quoi? Tu aurais continué tes études? Je pense que j'aurais pas continué mes études. Non, parce que pour le coup, je suis pas du tout études.
Mais c'est une bonne question. Franchement, je sais pas ce que j'aurais fait. Franchement, j'ai toujours voulu arrêter mes études. Carrément, je voulais même pas aller au lycée. Bon, c'est vrai, j'étais réellement un gamin, les gars. Je voulais jouer à Warzone, c'était tout ce que je voulais. Mais non, c'est sûr, j'aurais pas fait de grandes études. En tout cas, j'aurais dû faire une fac. Et c'est sûr, j'aurais fait du business. Aujourd'hui, il y a tellement. Enfin, même moi, je suis sur les réseaux, j'ai tout le temps envie d'essayer de nouveaux trucs. Bon, j'essaie de me canaliser un peu et de continuer sur ce que je fais. Mais non, c'est sûr, j'aurais fait du business. Ok, trop cool. Dernière question. T'aimerais voir quoi comme invité après toi? Bon invité. Qui comme invité, pas quoi? En vrai, ce serait bien que vous ayez Virgile. Hein. Virgile, il a plein de petits trucs à dire. C'est un petit malin celui-là. Il est trop cool. Donc si vous arrivez à l'avoir, franchement, il est assez accessible. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup, Joseph. Bah, merci à toi. Resell, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin, presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils techniques ou apprentissage, laissez une note, un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. C'est le meilleur moyen pour nous encourager à continuer. Enfin, si vous êtes un reseller et que vous voulez gagner du temps et de l'argent, vous pouvez cliquer sur le lien en description ou directement m'envoyer un message sur Instagram, lyes.bcb, lyes.bcb. Encore merci et à la semaine prochaine pour un autre podcast.